Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Les tiques peuvent s'agripper sur la peau des chiens, des chats, voire même chez nous, humains. Et lors de leur repas de sang, elles peuvent occasionner des maladies graves. En l'occurrence chez le chien, la pyroplasmose ou la maladie de Lyme. Alors quels sont les signes qui doivent nous alerter et comment peut-on les traiter? Nous allons en discuter avec le docteur Magali Decaume, vétérinaire en médecine interne au CHV Advesia en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour Magali. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir dans le service de médecine interne d'Advesia. Je viens te voir pour parler des maladies à tiques chez le chien parce qu'on en parle beaucoup en période d'infestation. Maladie de Lyme ou pyroplasmose, tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qu'une tique? Alors une tique, c'est une petite bête qui n'est pas plus gros qu'une une petite araignée que l'on va trouver dans l'environnement. Donc c'est un arthropode qui aime monter à l'extrémité de l'herbe et s'accrocher sur les jambes ou les pattes des animaux quand ceci passe. Oui, donc effectivement, elle peut s'accrocher sur les jambes, soit des humains, soit sur la peau des chiens ou des chats également d'ailleurs. Alors, on va parler de la première maladie qui est connue des propriétaires de chiens et qui est celle qui est souvent aussi crainte, qui est la pyroplasmose. Pourquoi ça peut être une crainte d'avoir une tique sur un chien? Alors, les tiques peuvent transmettre certaines maladies, comme tu l'as dit, donc la pyroplasmose ou la maladie de Lyme. Si on parle de la pyroplasmose, elle transmet donc, la pyroplasmose, c'est un petit parasite. C'est un parasite qui a comme cible les globules rouges, qui va donc venir les détruire. Parce que le parasite se trouve à l'intérieur du globule rouge, le système immunitaire qui veut combattre le parasite va détruire le globule rouge pour se débarrasser de la maladie. Donc on risque d'avoir des anémies qui sont très très sévères. Oui, donc ce qui est en fait, comme tu disais, la tique elle est porteuse de pyroplasme, ce fameux parasite, et c'est lors de son repas de sang qu'elle va le transmettre à l'animal et donc ça va passer dans la circulation sanguine, effectivement détruire les globules rouges, ce qu'on voit un petit peu ici d'ailleurs. Exactement. Sur ton analyse. Exactement, là ce que l'on voit c'est donc les trois premières lignes concernent effectivement les globules rouges et on voit qu'on a déjà une diminution du taux de globules rouges dans le sang. Pour compenser ça, le corps essaye d'en produire un petit peu plus, donc on va avoir une élévation du taux de jeunes globules rouges en circulation que l'on appelle les réticulocytes. D'accord. Alors justement, les tiques viennent sur l'animal s'accrocher avec leur rostre. Pourquoi dit-on aux propriétaires, surtout quand vous revenez de balade, vérifiez le pelage de votre animal pour vous assurer qu'il n'y a pas de tiques et s'il y en a, ne les laissez pas plus de 24 heures sur la peau de l'animal? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, puis c'est valable pour les humains aussi, oui. C'est que quand une tique va mordre, elle injecte un petit produit anesthésique, ce qui fait qu'on ne la sent pas mordre. Donc l'animal ne va pas essayer de se mordre ou de la retirer comme c'est une puce le piquer. Donc c'est très difficile de s'en rendre compte, pareil pour l'humain. Et d'autre part, la tique va mettre un certain temps à régurgiter ses parasites et en général, elle se nourrit d'abord et ensuite elle va régurgiter les parasites. Donc on pense que ça met en général 24-48 heures à ce que le parasite puisse être transmis. Maintenant, si on veut un maximum de précautions, c'est sûr qu'il vaut mieux s'assurer en rentrant après chaque balade qu'il n'y ait pas de tique. Tout à fait. Et la tique, donc, lors de son repas de sang, grossit beaucoup, donc ce qui la rend beaucoup plus visible normalement. Exactement. À l'œil nu et on la sent en caressant le pelage de l'animal. Il y a des périodes d'infestation par les tiques plus importantes que d'autres. Alors, les tiques n'aiment pas trop l'hiver, donc on n'en rencontre pas en hiver. C'est plutôt pendant les périodes un peu humides que sont le printemps, essentiellement, novembre également, à l'automne également. C'est là qu'on va le rencontrer le plus de ces maladies. Et puis avec le réchauffement, en plus maintenant, on va dire qu'il faut faire attention de manière quand même assez régulière. Parfois même plutôt en hiver, effectivement. Plus le temps va se réchauffer, il va falloir faire attention peut-être plutôt dans l'année. D'accord.
Donc de toute façon, là, on parle de pyroplasmose. Les signes cliniques de pyroplasmose sont assez visibles par le propriétaire. C'est quand même des signes très caractéristiques de la maladie. Et comme c'est une urgence, je voudrais que tu me dises quels sont ces signes pour que les propriétaires les aient bien en tête. Donc le plus souvent, on va avoir une fièvre qui est très élevée, donc l'animal va être très très fatigué. Ça c'est la première chose. Comme il y a une destruction des globules rouges, on va retrouver certains pigments dans l'urine liés à la destruction des globules rouges, donc l'urine va être très foncée. Couleur un peu marc de café. Exactement, même, ouais. Donc couleur marc de café. Donc si on a un abattement de la fièvre, ces urines-là, c'est vraiment les signes d'appel. On peut aussi voir des muqueuses qui sont des babines ou le blanc de l'œil qui devient jaune avec une petite jaunisse qui apparaît. Ouais. Ça, c'est vraiment les signes caractéristiques. Donc là, on vient en urgence chez le vétérinaire parce que le traitement, il est très ciblé contre la pyroplasmose, en plus du soutien du foie qui essaie de soutenir l'organisme. Je pense qu'il y a un traitement vraiment spécifique à la pyroplasmose. Exactement. Puis alors, c'est un traitement qui est assez simple pour traiter la pyroplasmose. Ça passe par une seule injection, qui est la plupart du temps efficace. Ça arrive maintenant avec des histoires de résistance qu'on soit amené à faire le traitement plusieurs fois ou à des doses plus élevées que ce qu'on faisait auparavant. Mais alors ça va vraiment aller tuer le parasite. C'est une seule injection suffit. Par contre, il faut prendre en charge le reste des conséquences, notamment et surtout l'anémie qui peut être très sévère. Parfois, on peut avoir besoin de transfusion. D'accord, oui. Et en cas de traitement qui ne serait pas mis en place rapidement, c'est vrai que le pronostic vital de l'animal peut être engagé si l'anémie est extrêmement sévère, oui. Oui, donc c'est vraiment... La présence de tiques ne doit pas être prise à la légère. Du tout. Surtout, par contre, ne retirez jamais une tique avec de l'éther, parce qu'en effet, l'éther, ça favorise le langage de pyroplasme par les tiques dans le sang. Donc la régurgitation. Oui. C'est là qu'on utilise les passatiques, justement. Exactement. Et alors maintenant, concernant la maladie de Lyme, parce que alors, on en entend parler dans les médias dès que le printemps arrive et pendant l'été, quels sont les risques chez l'animal, justement? Donc les risques chez l'animal puis chez l'homme, puis c'est pour ça que ça fait peur et qu'on en parle vraiment beaucoup, sont assez importants parce que c'est vrai que maintenant on en voit de plus en plus en France. C'est un parasite qui, alors comme la pyroplasmose, va s'attaquer à certaines cellules sanguines, pas exactement les mêmes que celles de la pyroplasmose. Donc on peut avoir vraiment des diminutions de certaines cellules sanguines, notamment les plaquettes au niveau du sang. Et ça va engendrer un syndrome inflammatoire très important. Donc le système immunitaire, en essayant de combattre la maladie de Lyme, peut avoir vraiment des conséquences importantes comme des boiteries parce que ça peut engendrer des polyarthrites. On peut avoir des problèmes rénaux parce qu'on va avoir une accumulation d'anticorps au niveau des reins, donc ce qui va engendrer pour les grands mots une glomérulopathie et beaucoup d'autres conséquences inflammatoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ouais. Un animal malade, c'est une question très naïve que je te pose, que des propriétaires peuvent se poser, mais bon, moi je connais la réponse, mais je pense que c'est important de le dire. Est-ce qu'un animal malade peut infester son maître ou ses propriétaires? Alors non, pas directement, c'est certain que non. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si l'animal a une maladie de Lyme, c'est que vous avez des tiques dans votre environnement qui sont porteuses de la maladie, donc il faudra d'autant plus faire attention à vous-même également. Donc quand vous revenez de promenade, vous surveillez votre chien, mais vous surveillez aussi et vous faites une bonne vérification aussi, parce que les tiques peuvent remonter et aller se cacher un petit peu partout, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de tiques non plus sur vous. Oui, tout à fait. Et le traitement de la maladie de Lyme est différent de celui de la pyroplasmose, puisque là, ça va être un traitement vraiment adapté aux conséquences que tu auras identifiées, je pense. Exactement. Donc ça passe par une antibiothérapie et effectivement souvent associé à des traitements pour diminuer un petit peu le système immunitaire pour vraiment prendre en charge toutes les autres conséquences, notamment au niveau des plaquettes, des reins, etc. Donc il peut y avoir des séquelles à long terme, notamment au niveau des reins. Et les polyarthrites peuvent rester à long terme et avoir besoin vraiment d'un traitement au long cours. D'accord, merci Magali pour tous tes conseils. Vous l'aurez compris, donc les tiques, il vaut mieux prévenir que guérir parce que les conséquences peuvent être graves.
Vous avez maintenant en tête tous les signes de pyroplasmose qui peuvent apparaître chez le chien ou aussi de maladies de Lyme. Faites une bonne prévention chez vos animaux avec des antiparasitaires externes dédiés. Juste un petit conseil, n'évitez surtout les pyrétrinoïdes qui sont dans les antiparasitaires chiens. Ne les mettez pas sur un chat parce que le chat ne tolère pas du tout les produits destinés aux chiens. Ça peut paraître être assez toxique pour l'animal. Voilà, en tout cas, merci Magali. J'espère que vous avez aimé cet épisode. À très bientôt sur les bons conseils de Tony et Léon. Au revoir.